Le peuple des Moazoa, Moinou, un petit conte fédérateur que je vous retranscris en partie. Extrait du livre de Gilles Charest, La démocratie se meurt, vive la sociocratie. L'origine du nom de mon peuple remonte du temps de Bison Blanc, le chaman le plus sage que nous avons eu la grâce d'accueillir. Il nous enseigna les lois de la vie, et nous montra patiemment comment vivre d'après elles. Avant son départ pour un pays qui est situé au-dessus du pays de nos ancêtres, il nous demanda de prendre le nom des Moazoa, pour que jamais nous ne puissions oublier son enseignement. On pourrait traduire ce mot par Moinou. Il nous rappelle qu'en aucun cas l'individu n'est séparé du grand tout. Cet enseignement devait rester vivant, et se transmettre d'une génération à l'autre sans avoir besoin d'être consigné dans quelque code que ce soit. À cette époque, nos connaissances techniques étaient certes moins élaborées que les vôtres, mais notre culture était beaucoup plus riche, et notre société plus apte à permettre à ses membres de trouver le chemin du bonheur. Nos chamans recevaient en songe des symboles éternels, qui nous révélaient les secrets de l'univers. Ces connaissances demeurent pour vous encore aujourd'hui un mystère. Je porte, brodé sur ma tunique, le plus éminent de tous ces symboles, un anneau évoquant le grand tout dans lequel est sertie une croix à branches égales représentant le pouvoir des 4 directions. Ce symbole est universel et sa signification a été gardée dans son sens à peu près exact par les peuples frères des Moazoa, que vous appelez aujourd'hui les Amérindiens. La roue de Messine, comme il l'appelle, explique les lois de la création. Nous apprenions très jeunes de nos mères que tout ce qui existe s'alimente à la même source, l'irradiation du grand Manitou. Pour cette raison, nous parlons du vent et aux nuages, car ils nous informent des pensées du grand esprit. Nous parlons à la terre parce qu'elle nous nourrit. Nous écoutons les astres car nous brûlons du même feu qu'eux. Nous aimons le chant des ruisseaux et des rivières, car ils nous murmurent comment vaincre tous les obstacles. La forêt qui nous sert de jardin, est pour nous le livre de la vie. Nous le savons, la vérité est vivante et éternelle. La montagne majestueuse, le brin d'herbe le plus humble, le bison, la souris, l'aigle et l'ours, tout nous parle à leur façon des lois de la vie. Nous savons qu'il est impossible de s'approprier la vérité, et de la garder comme un trésor dans un coffre. Elle demeure pour chacun une richesse tant et aussi longtemps que nous en témoignons par notre façon d'être imitant en cela tous les autres êtres vivants. Les pictogrammes sacrés que les êtres de la nature montrèrent à nos chamans, expliquent mieux que les mots le sens des lois, qui régissent notre existence et le lien que nous entretenons dans l'univers. Récemment, ils dessinèrent à nouveau ces mêmes symboles dans des champs céréaliers en Angleterre et ailleurs dans le monde. Vous devriez vous intéresser, ces phénomènes que vous qualifiez d'insolites, car c'est un signe des temps qui annonce un renouveau pour l'humanité. Bison Blanc nous révéla jadis le sens de ces symboles et nous donna en conséquence des règles de conduite qui devaient maintenir notre peuple vivant. Garde claire la source jaillissante de tes pensées. Tu fais ainsi régner la paix et pave le sentier de ton bonheur. Si tu veux le succès, n'entreprends rien seul, demande et accepte l'aide visible et invisible qui chaque jour t'est offerte. Estime chaque créature vivante, leur vie est liée à la tienne. Respecte la femme, protège-la et écoute-la. Elle est proche des pensées du grand esprit. Ne passe pas un seul jour sans avoir fait un travail au service de la communauté. N'oublie pas de dire merci, ce que tu es et ce que tu as, le grand Manitou te l'a donné, tu lui appartiens. Garde le sens de l'humour, un rire franc rend libre. Ces règles de conduite durent celles de nos ancêtres jusqu'à moi. Durant mon règne, nous nous sommes écartés pour un temps de ces prescriptions. La leçon fut sévère. Notre nation s'en souviendra pour l'éternité. L'histoire des Moazoa est liée à une prophétie que se sont appropriées toutes les nations amérindiennes, et qui remonte au temps dès l'arrivée de l'homme blanc en Amérique. Cette époque marqua pour notre nation un tournant décisif. Le temps de la réalisation de cette prophétie est maintenant arrivé. Elle dit: lorsque l'homme blanc marchera sur le sentier des Moazoa, l'humanité entrera dans le règne du grand renouveau. Cette prophétie a été jusqu'ici bien mal comprise. Elle ne signifie pas que vous deviez adopter le mode de vie des Amérindiens, mais plutôt redécouvrir l'enseignement éternel, que nous avons nous-mêmes ignoré pendant un certain temps pour notre plus grand malheur. J'avais 364 lunes quand le Grand Conseil, sous la recommandation du Conseil des femmes, me donna le titre de chef de la paix de tout temps. Les femmes désignent les chefs, ce rôle leur revient parce qu'elles voient grandir les enfants. Elles peuvent mieux que nous, les hommes, reconnaître, chez les jeunes enfants et chez les adolescentes, le qualité de cœur nécessaire pour remplir les différents rôles utiles au développement harmonieux de notre communauté. Nous croyons que de génération en génération dans chaque nation s'incarnent des êtres qui ont les talents nécessaires pour aider à l'évolution de toute la communauté. Nous considérons que le nom que nous portons doit révéler notre personnalité.
Dans ma quête de vision personnelle pour connaître ma mission, je partis seul en montagne. Après 3 jours d'escalade, un loup blanc aux yeux rouges s'approcha de mon feu de camp, assez près pour que je ressente tout ce qu'il voulait me dire, regard brûlant. Le blanc symbolise pour nous la sagesse et le loup est un expert de la vie en société. C'est donc l'idéal que je me faisais, acquérir la sagesse nécessaire à la vie en société. Je compris plus tard pourquoi le loup de ma vision avait les yeux rouges. Chez nous, nos femmes ont un grand pouvoir. Lorsqu'un homme prend forme, celle-ci continue d'aller faire cuire la nourriture destinée à son mari et ses enfants chez sa mère. La grand-mère garde ainsi un lien toujours vivant avec ses filles et ses petits-enfants. De cette façon, les femmes exercent un pouvoir silencieux et terrestre puissant sur le peuple. Bison Blanc leur avait confié une mission particulière, celle de gardienne de la flamme de vie, que chacun porte en son cœur. Les premières années de mon règne furent les plus heureuses. Comme je n'avais pas beaucoup d'expérience, je me fiais spontanément à la sagesse du Grand Conseil, pour prendre toutes les décisions qui allaient affecter la vie de la nation. Bison Blanc nous avait donné sur l'art de diriger, une prescription: diriger c'est aider, collaborer c'est comprendre. Ce principe sacré devait être la clé de nos institutions politiques, le consentement de tout était requis pour passer à l'action. Bison Blanc avait dit: observez la nature, rien n'est immobile, tout est en mouvement et obéit à la loi des cycles. La structure de notre peuple était conforme à cette prescription. Le premier cercle de la nation était la famille, père, mère, enfant. Bison Blanc avait dit un jour: tout ce que vous faites, vous devez le faire en cercle. Cette connaissance nous vient de l'univers. Toute chose que fait le pouvoir de l'univers, il la fait en forme de cercle. Le ciel est circulaire, la terre est ronde comme une boule et les étoiles elles aussi sont rondes. Le vent dans sa plus grande force tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en forme de cercle, etc. Suivant les enseignements de Bison Blanc, notre peuple prospérait. Celui-ci, comte de Majestion, en éprouvait une grande reconnaissance. Leur marque d'appréciation me flattait, et petit à petit je laissais pénétrer dans mon âme l'idée malsaine que j'étais personnellement la cause de cette prospérité. J'en étais venu à croire que j'étais spécial. Sans trop m'en apercevoir, je m'appropriais chaque jour un peu plus personnellement le succès que j'aurais dû reconnaître aux lois qui régissent l'univers. Conforté dans ma popularité, je sentis de moins en moins la nécessité de réunir le Grand Conseil, de sorte que la fréquence de nos rencontres diminua et mon intérêt pour elles également. Un jour se développa au sein du Grand Conseil un conflit important. Hélas, au moment où je voulus intervenir, 2 factions s'étaient déjà formées. Ce qui était pour moi au départ de simples points de vue opposés, tournait maintenant à l'affrontement. On ne cherchait plus la vérité mais qui avait raison. Les discussions qui auraient dû rester le secret du cercle du Grand Conseil, alimentaient les débats dans les différents clans, et divisaient les familles. Je pris peur. Ce conflit ne devait pas diviser notre peuple. Je décidai donc de dissoudre le Grand Conseil dorénavant, je dirigerai seul pour éviter la disharmonie. Mais je ne tardai pas à réaliser mon erreur, une certaine grogne couvait. Je me sentais de plus en plus seul, et je m'apercevais que mon entourage si chaleureux du temps du Grand Conseil, commençait à me craindre. Notre peuple, si libre et joyeux, devenait taciturne et cachotier. Quand on aurait lu, des forces maléfiques commencent à s'emparer de nos âmes. Se pourrait-il que cette situation soit de ma faute? Cette idée m'effleurait l'esprit, mais j'étais trop imbu de moi-même pour l'admettre franchement. Chacun souffrait, isolé des autres, et personne n'était en mesure de rétablir le réseau de fils subtils, qui autrefois nous soudait les uns aux autres et nous unissait également à nos ancêtres et tous les êtres invisibles qui animent le cycle de la vie. Si au moins nous avions pu partager notre peine, hélas, chacun restait sur ses positions, drapé dans une dignité blessée. Nous avons essayé de comprendre ce qui nous était arrivé. Nous passions plus de temps à nous accuser les uns les autres qu'à chercher en nous-mêmes les causes de notre malheur. Je savais que nous ne retrouverions pas la paix, aussi longtemps que nous ne comprendrions pas la cause profonde de ce qui nous divisait. Il y eut une guerre féroce, je fus blessé et rapatrié au camp retranché. Là, vapeur de joie, mon épouse m'attendait. Ce qui m'apparaissait au début comme un échec lamentable s'avérait être une bénédiction du ciel. Les soins attentionnés de vapeur de joie me touchaient jusqu'au plus profond de mon âme. À mesure que sa tendresse venait à bout de mes résistances, je sentais en moi une peine à nourrir une rivière. Je pleurais souvent en silence et quand vapeur de joie me surprenait, connaissant les raisons de ma détresse, elle me regardait chaque fois, avec un sourire qui illuminait mon cœur, et me procurait un bien-être mystérieux malgré mes souffrances. Elle ne soignait pas seulement mon corps, elle réveillait en moi de nouveaux élans,
je sentais à nouveau un contact vivant avec les forces de la nature. J'appris beaucoup de cette convalescence sur le pouvoir de l'amour. Je décidai de m'ouvrir, moi aussi, au grand courant d'énergie qui fluctue à travers l'univers depuis le grand Manitou jusqu'à la Terre. J'appris à voir avec les yeux de vapeur de joie. Cette nouvelle façon de faire et d'être, régénérait mon corps et mon esprit. La guerre avait pris fin, j'étais guéri. Après la cérémonie de passation du chef de la guerre au chef de la paix, je devais prendre la parole, je n'avais pas de mots pour traduire mon sentiment alors je leur dis tout simplement « Merci ». À chacun individuellement, je dis merci. À cet instant, nos larmes alimentèrent la même rivière, et de nouveau nous fûmes tous réunis dans le cercle sacré de notre peuple. L'amour coulait entre nous et nous nous sentions unis au reste de l'univers. Cet instant inspira ces paroles de sagesse et de guérison aux plus anciens membres de notre grand conseil. Au cercle précieux des amitiés profondes, tu m'apprends la vie, tu me dis le monde. Tu es ma famille, je le sais très bien, on ne s'entend bien que parmi les siens. 234 lunes plus tard, arriva chez nous l'homme blanc. Pour le peuple des Moazoa, cet événement marque l'heure de notre départ. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Terre, incarnés dans plusieurs peuples. Plusieurs Moazoa sont parmi vous, pour y terminer leur apprentissage personnel en y enseignant le pouvoir du véritable amour. Ils portent au front une étoile et ils apportent avec eux la connaissance du bison blanc. Si cette histoire vous a touché, vous faites peut-être partie du peuple des Moazoa. Pour beaucoup de nos contemporains, la vie n'a pas de sens. Pour eux, les difficultés de la vie sont les fruits du hasard. Ils sont les victimes incomprises d'un monde gouverné par la fatalité.